Oui, tout à fait, dit-il. Mais alors, n'appelles-tu pas dialectique une démarche de ce genre? Si, bien sûr. Cette libération de leurs liens, dis-je, et cette réorientation du regard, des ombres vers les simulacres et puis vers la lumière, et cette remontée depuis la grotte souterraine jusque vers le soleil. Et une fois parvenus là, cette direction du regard vers les apparences divines, à la surface des eaux et vers les ombres des choses qui sont réellement, et non, comme avant, vers les ombres des simulacres, ombres projetées par une autre lumière, telle qu'elle semble une lumière remplie d'ombre, si on la compare au soleil, en raison de l'incapacité de regarder immédiatement les animaux, les plantes et la lumière du soleil. Voilà ce que toute cette entreprise des arts que nous avons exposée a le pouvoir de réaliser. Elle possède en effet le pouvoir d'effectuer cette remontée de ce qu'il y a de meilleur dans l'âme vers la contemplation de l'excellence dans les êtres qui sont réellement, de la même manière que tout à l'heure on faisait s'élever ce qu'il y a de plus clairvoyant dans le corps vers la contemplation de ce qu'il y a de plus éclatant dans le lieu corporel et visible. Moi, dit-il, j'admets ce que tu dis là, et pourtant il s'agit de propositions tout à fait difficiles à admettre, encore que, d'un autre point de vue, elles soient également difficiles à refuser. Néanmoins, posons que ces propositions sont telles que nous les exposons à présent, car ce n'est pas seulement dans le moment présent qu'on devra en entendre l'exposé, mais il faudra nous y attaquer de nouveau plusieurs fois encore. Passons maintenant au chant lui-même, et tentons de l'exposer de la même manière que nous avons exposé le prélude. Présente-nous donc le mode particulier de cette capacité de dialoguer, et en quelle espèce elle se divise, et aussi les chemins qu'elle emprunte. Selon toute apparence, ces chemins seraient en effet susceptibles de conduire en ce lieu même où résiderait, pour celui qui s'est mis en chemin, la fin de sa démarche et le terme de son voyage. Glaucon, mon ami, dis-je, tu ne seras plus capable de m'y accompagner, même si de mon côté l'enthousiasme ne ferait pas défaut, car ce n'est plus l'image de ce dont nous parlons que tu verrais, mais le vrai lui-même, en tout cas tel qu'il m'apparaît à moi. Qu'il soit réellement tel ou non, on ne peut pour l'instant s'acharner à le démontrer. Mais qu'il se trouve quelque chose de cet ordre à voir, cela, on peut l'affirmer avec certitude, n'est-ce pas? Oui, certainement. Par conséquent, on peut aussi affirmer que c'est la capacité de dialoguer qui serait seule capable de montrer cela à l'expert dans les disciplines que nous avons exposées, et que pour tout autre moyen ce serait impossible. Oui, dit-il, cela aussi mérite d'être affirmé avec certitude. Sur le point suivant, en tout cas, dis-je, personne ne s'objectera à ce que nous disions qu'il existe un autre parcours méthodique qui entreprend, en suivant un cheminement précis, de saisir au sujet de toute chose concernant chacune en elle-même ce que chacune est réellement. Tous les autres arts, au contraire, ou bien s'orientent en fonction des opinions ou des désirs des hommes, ou alors se placent tous dans la perspective du devenir et de la composition des êtres, ou alors en fonction du soin à donner aux êtres qui croissent naturellement, ainsi qu'aux choses qui sont produites artificiellement. Quant aux arts qui restent, ceux qui selon nous saisissent quelque chose de ce qui est réellement, la géométrie par exemple et les arts qui en dépendent, nous voyons bien qu'ils ne font encore que rêver de ce qui est réellement, et qu'il leur sera impossible de voir comme dans l'état d'éveil aussi longtemps que dans leur recours à des hypothèses. Ils les abandonneront à leur inertie sans être capables d'en rendre raison. S'agissant en effet de cela qui a pour point de départ ce qu'il ne connaît pas et dont le point d'arrivée aussi bien que les étapes intermédiaires se trouve enchaîné à un terme qui lui demeure inconnu, quelle mise en œuvre pourrait jamais faire de pareil assemblage une science? Aucune, dit-il. Par conséquent, dis-je, le parcours dialectique est le seul à progresser de cette manière, en supprimant les hypothèses pour atteindre le premier principe lui-même, afin de s'en trouver renforcé. Il est réellement le seul qui soit capable de tirer doucement l'œil de l'âme, enfoui dans quelque bourbier barbare, et de le guider vers le haut en ayant recours, pour le soutenir dans son mouvement de retournement, à ces arts que nous avons exposés. En raison de l'usage, nous avons souvent appelé ces arts des sciences, mais il leur faut un autre nom, un nom qui exprime plus de clarté que ce qui appartient à l'opinion, mais par contre plus d'obscurité
que ce qui relève de la science. Dans notre propos antérieur, nous l'avons défini quelque part comme la pensée. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de disputer du nom, alors qu'il nous revient de faire l'examen de choses aussi importantes que celles qui s'imposent à nous. Non, en effet, dit-il. Il nous plaira donc, dis-je, comme auparavant, de nommer la première section science et la deuxième pensée, la troisième croyance et la quatrième représentation. Il suffira aussi de nommer ces deux dernières prises ensemble opinion et les deux premières ensemble intellection. On dira alors que l'opinion concerne le devenir, alors que l'intellection vise l'être, ce que l'être est par rapport au devenir, l'intellection l'est par rapport à l'opinion. Et ce que l'intellection est par rapport à l'opinion, la science l'est par rapport à la croyance, et la pensée par rapport à la représentation. Quant à l'analogie entre les choses auxquelles ces fonctions se rapportent et à la division en deux de chacune des sections, celle de ce qui est l'objet d'opinion et celle de l'intelligible, laissons cela de côté, Glaucon, afin de ne pas nous empêtrer dans des arguments autrement plus complexes que ceux que nous avons traversés. En ce qui me concerne en tout cas, dit-il, pour autant que je sois capable de suivre, je suis pour l'essentiel du même avis que toi. Est-ce que tu acceptes d'appeler dialecticien celui qui est capable de saisir la raison de l'essence de chaque chose? Et pour celui qui n'en est pas capable, diras-tu que, dans la mesure même de son incapacité d'en rendre raison à lui-même et à autrui, il possède d'autant moins d'intelligence de cette chose? Sinon, comment pourrais-je affirmer qu'il la possède? Or, au sujet du bien aussi, il en va de même. Celui qui n'est pas en mesure de distinguer par le discours la forme du bien, en la séparant de toutes les autres, et comme dans un combat de passer à travers toutes les réfutations en se déterminant énergétiquement à les affronter non pas sur la base de l'opinion, mais sur la base de l'essence, celui qui ne ferait pas son chemin à travers tous ces obstacles grâce à un discours infaillible, ne diras-tu pas que c'est sans connaître le bien lui-même, pas plus qu'aucun autre bien, qu'il se comporte de la sorte? Si d'une certaine manière il entre en contact avec son reflet, tu diras que c'est par l'opinion qu'il y parvient, et non par la science, et que parcourant, comme dans un sommeil livré au rêve, sa vie présente, avant même d'avoir pu s'éveiller ici-bas, il parviendra d'abord chez Hadès pour s'y endormir définitivement. Par Zeus, dit-il, c'est exactement ce que j'affirmerai. Mais par ailleurs, ces enfants qui sont les tiens, eux, que tu élèves et éduques en élaborant un discours, si un jour tu devais les élever dans la réalité, tu ne les laisserais pas, je crois, aussi dépourvus de rationalité que les grandeurs irrationnelles, devenir dirigeants dans la cité et maîtres des choses essentielles. Non, en effet, dit-il. Leur imposeras-tu alors une législation leur prescrivant de s'investir d'abord et avant tout dans cette éducation qui les rendra aptes à interroger et à répondre de la manière la plus scientifique qui soit? Oui, j'instituerai cette législation avec ton soutien. Mais alors il te semble donc, dis-je, que la dialectique réside dans cette partie supérieure, pour ainsi dire au sommet de nos enseignements, comme une pierre de faite, et qu'il ne serait pas correct de placer un autre enseignement au-dessus d'elle, mais que nous trouvons ici le terme de ce qui concerne ces enseignements. Oui, c'est ce qu'il me semble, dit-il. Alors il te reste à effectuer la répartition, dis-je. À qui nous confierons ces enseignements et de quelle manière? C'est clair, dit-il. Or, te rappelles-tu, dans le choix des dirigeants que nous avons fait antérieurement, qui nous avons choisis? Comment ne m'en souviendrais-je pas, dit-il. Eh bien, tout bien considéré, dis-je, ce sont ces naturels-là qu'il faut sélectionner. Il convient en effet de préférer ceux qui sont les plus fermes et les plus courageux et présentent la plus belle apparence autant que possible. Mais en plus de ces critères, il faut rechercher ceux qui possèdent non seulement un caractère valeureux et viril, mais également, et de toute nécessité, des aptitudes naturelles pour cette éducation. Quelles aptitudes désires-tu retenir? Il faut, bienheureux homme, dis-je, qu'il possède une grande ardeur à l'étude des sciences et qu'il n'ait pas de difficulté à apprendre. Les âmes, en effet, sont certainement beaucoup plus facilement découragées par les études scientifiques difficiles que par les exercices pratiques dans les gymnases, car l'effort est quelque chose qui leur est plus familier, il leur est propre et ne se trouve justement pas partagé avec le corps. C'est vrai, dit-il.
Il faut aussi rechercher quelqu'un qui ait de la mémoire, qui ne se fatigue pas facilement et qui soit porté vers l'effort en toutes circonstances. De quelle manière, autrement, crois-tu, quelqu'un consentira-t-il à faire tous les efforts exigés du corps et à aller jusqu'au bout d'un tel apprentissage scientifique et d'un tel exercice? Personne n'y consentira, dit-il, à moins d'être naturellement tout à fait doué pour cela. Or l'erreur actuelle, dis-je, et c'est la raison du mépris qui s'abat maintenant sur la philosophie, comme nous l'avons dit auparavant, c'est qu'on s'attache à la philosophie sans la mériter. Ce ne sont pas des bâtards, en effet, qui doivent s'y attacher, mais seulement des fils légitimes. Que veux-tu dire, dit-il? Je veux dire d'abord que celui qui désire s'y attacher ne doit pas vaciller dans son ardeur à l'effort, le désirant à moitié et le détestant à moitié. C'est ce qui se produit chaque fois que quelqu'un aime la gymnastique, la chasse et tous les exercices qui sollicitent un effort physique, mais n'aime pas l'étude, n'aime ni apprendre, ni s'engager dans la recherche, mais déteste au contraire l'effort requis par tous ces exercices. Et celui dont l'ardeur à l'effort est orientée dans une direction entièrement contraire, il est lui aussi boiteux. Oh, tu dis tout à fait vrai, dit-il. Par conséquent, dis-je, par rapport à la vérité également, nous considérerons également estropiée une âme qui est le mensonge délibéré, le supporte difficilement pour elle-même et se scandalise du mensonge des autres, mais qui accepte par contre sereinement le mensonge involontaire, et lorsqu'elle est en quelque sorte convaincue d'ignorance, ne s'en scandalise pas, mais se vautre sans scrupule dans son ignorance, comme un porc. Oui, absolument, dit-il. Et en ce qui a trait à la modération, dis-je, et aussi au courage et à la grandeur d'âme, et à toutes les parties de l'excellence vertueuse, il ne faut pas être moins vigilant à distinguer le bâtard et le fils légitime. Lorsqu'on ne sait pas bien, en effet, faire l'examen des questions de ce genre, c'est de manière inconsciente, qu'il s'agisse d'un individu ou de la cité, qu'ils ont recours à des boiteux, à des bâtards, parce que la situation requiert, en prenant les uns comme amis, les autres comme dirigeants. Et certes, dit-il, telle est bien la situation. C'est donc notre devoir à nous, dis-je, de nous occuper soigneusement de toutes ces questions, car en effet, si nous éduquons des hommes aux membres et à l'esprit droit, une fois que nous les aurons conduits à un tel apprentissage et à une telle discipline, la justice elle-même ne nous fera aucun reproche. Nous aurons en effet sauvé la cité et la constitution politique. Si au contraire, nous y conduisons des personnes d'un autre genre, nous obtiendrons exactement le contraire, et nous inonderons la philosophie d'un flot de ridicule encore plus considérable. Ce serait assurément une honte, dit-il. Tout à fait, dis-je, mais dans la situation présente, c'est moi qui semble couvert de ridicule. Comment cela, dit-il? J'avais oublié, dis-je, que nous étions en train de jouer, et j'ai parlé avec un peu d'emphase. Alors que je parlais, en effet, j'ai tourné mon regard vers la philosophie, et la voyant injustement couverte de boue, il me semble que je me suis laissé emporter, et que, rempli pour ainsi dire de colère envers ceux qui en sont responsables, j'ai dit ce que j'ai dit. Non, par Zeus, dit-il, en tout cas pas d'après moi, qui était l'auditeur. Mais c'est pourtant mon avis à moi, dis-je, moi, l'orateur. N'oublions pas ceci toutefois. Dans notre choix antérieur, nous avons choisi des personnes arrivées à maturité, et dans le choix présent, on ne pourra pas l'accepter, car il ne faut pas se fier à Solon, quand il affirme qu'en vieillissant, quelqu'un peut apprendre beaucoup de choses. En effet, on en est encore moins capable que de courir, et tous les efforts exigeants et fréquents restent le lot des jeunes. Nécessairement, dit-il. Par conséquent, en ce qui concerne les calculs et les démonstrations géométriques et l'ensemble de la formation propédeutique qui doit être inculquée avant la formation dialectique, il faut le leur proposer quand ils sont enfants, et sans conférer à cet enseignement la structure d'un programme d'enseignement obligatoire. Pourquoi donc? Parce que, dis-je, aucun homme libre ne doit s'engager dans l'apprentissage de quelque connaissance que ce soit comme un esclave. S'il est vrai, en effet, que les efforts corporels imposés par une discipline contraignante ne peuvent aucunement faire de mal au corps, par contre, aucun enseignement imposé de force à l'âme ne pourra y demeurer. C'est vrai, dit-il. Évite donc de recourir à la force, dis-je. Homme excellent, quand tu formes les enfants dans ces matières, fais-le plutôt en jouant. De cette façon, tu pourras mieux distinguer ce pourquoi chacun est naturellement doué. Ce que tu dis, dit-il, est plein de sens. Or tu te souviens, dis-je, que nous avons affirmé qu'il fallait conduire les enfants à la guerre sur les chevaux pour qu'ils l'observent, et que si ceux-là
ne devaient présenter aucun danger, il fallait également les conduire à proximité du combat et leur faire goûter le sang comme aux chiots. Je m'en souviens, dit-il. Dès lors, dans toutes ces situations, dis-je, dans les efforts, dans les apprentissages et dans les exercices qui présentent des risques, celui qui se montrera dans chaque circonstance le plus alerte, il faudra le classer dans un groupe à part. À quel âge, dit-il? Au moment, dis-je, où on les libérera des exercices gymnastiques obligatoires. Durant cette période, en effet, qu'elle se soit étendue sur 2 ou sur 3 années, il était impossible de s'adonner à autre chose. Fatigue et sommeil sont les ennemis des études, et en même temps, ce sera l'une des épreuves, et non la moindre, que chacun montre qui il est dans les exercices gymnastiques. Oui, comment faire autrement, dit-il. Donc, après cette période, dis-je, ceux qui auront été choisis parmi les jeunes de 20 ans recevront les honneurs plus grands que les autres, et les enseignements qu'on leur avait présentés sans ordre dans leur éducation enfantine, il faudra les articuler pour produire une vue synoptique de leur parenté les uns avec les autres, et aussi avec la nature de ce qui est réellement. Seul en effet, dit-il, un tel enseignement peut demeurer bien ferme chez ceux en qui il est implanté. Et c'est également, dis-je, la meilleure épreuve pour distinguer le naturel dialectique de celui qui ne l'est pas, car celui qui peut accéder à une vue synoptique est dialecticien, tandis que l'autre ne l'est pas. Je pense comme toi, dit-il. Sur ces questions, dès lors, dis-je, il sera nécessaire que tu les évalues, de manière à reconnaître ceux qui sont les plus capables parmi eux de se qualifier. Ceux qui seront constants dans les études, constants également à la guerre et dans les autres devoirs prescrits par la loi. C'est à ceux-là, lorsqu'ils auront dépassé l'âge de 30 ans, qu'on donnera la préférence dans le groupe de ceux qui auront déjà été recrutés pour recevoir des honneurs supérieurs. Puis on examinera, en mettant à l'épreuve leur capacité de dialoguer, lequel est en mesure de se mettre en chemin, libre de la vue et de toute activité de perception, pour se diriger vers le soutien de la vérité, vers cela qui est réellement en soi. Il s'agit là, mon camarade, d'une tâche qui réclame un soin considérable. Pourquoi en particulier? Dit-il. N'es-tu pas conscient, dis-je, du mal qui résulte de la pratique actuelle de la dialectique? Lequel, dit-il? On s'y remplit, dis-je, d'une sorte de mépris des lois. Oui, exactement, dit-il. Or, trouves-tu étonnant, dis-je, que cela leur arrive, et n'éprouves-tu pas de la compassion envers eux? Mais comment au juste, dit-il? C'est, dis-je, comme si un enfant adopté, élevé dans un grand luxe, au sein d'une famille à la fois noble et étendue, et entouré de flatteurs nombreux, s'apercevait, une fois devenu adulte, qu'il n'est pas l'enfant de ceux qu'ont disait ses parents, sans toutefois pouvoir découvrir ceux qui l'ont réellement engendré. Peux-tu deviner quelle serait son attitude à l'égard de ces flatteurs et à l'égard de ceux qui ont conclu l'adoption, à l'époque précise où il n'était pas au courant des circonstances de cette adoption, et à l'opposé, au moment où il en prend connaissance? Ou alors, souhaites-tu entendre comment je me le représente? C'est ce que je souhaite, dit-il. Je peux donc deviner, dis-je, que durant la période où il ne connaîtrait pas la vérité, il honorerait davantage son père et sa mère, et tous ceux qui, selon toute apparence, sont les autres membres de sa famille, que les flatteurs, et qu'il serait plus attentif aux besoins particuliers qu'ils exprimeraient. Il serait encore moins porté à désobéir à la loi pour leur faire du tort, en parole ou en acte, et il leur obéirait moins à eux qu'aux flatteurs sur les questions d'importance. C'est probable, dit-il. Quand cependant il aura pris conscience de ce qui en est, je peux deviner qu'il se montrerait moins attentif à exprimer sa vénération et son zèle. À l'endroit des flatteurs, par contre, il se montrerait plus empressé, et il leur obéirait bien davantage qu'auparavant, en menant sa vie désormais selon leur volonté, et en cherchant leur compagnie sans se cacher, alors que de ce prétendu père et de ceux dont on voulait faire sa famille, à moins d'être naturellement tout à fait exceptionnel, il n'aurait aucun souci. Tu décris, dit-il, exactement la situation qui se produirait, mais comment cette image s'applique-t-elle à ceux qui s'attachent à la discussion des arguments? De la manière suivante, nous possédons, n'est-ce pas, depuis que nous sommes enfants, des croyances sur ce qui est juste et sur ce qui est beau. Nous avons été élevés dans ces croyances, comme sous la gouverne de parents, en leur obéissant comme à des dirigeants et en les vénérant. Oui, c'est vrai.
Or, il existe également d'autres occupations qui sont contraires à ces croyances et qui procurent des plaisirs, qui flattent notre âme et l'attirent à elle, sans convaincre toutefois ceux qui sont un tant soit peu mesurés. Ces derniers, en effet, honorent les croyances paternelles et leur obéissent comme à des dirigeants. C'est exact. Mais dis-moi, repris-je, qu'arrivera-t-il si on vient poser la question suivante à quelqu'un qui se trouve dans cette situation? Qu'est-ce que le beau? Qu'arrivera-t-il si, ayant répondu ce qu'il a entendu de la bouche du législateur, sa parole se trouve réfutée, et si, en ne cessant de le réfuter de 1000 manières, on le revoit à l'opinion que ce qu'il a nommé tel n'est aucunement plus beau qu'il n'est honteux? Et si ensuite on fait de même pour ce qui est juste, pour ce qui est bon, et pour ce qu'il tenait le plus en estime, après cela, crois-tu que son attitude à l'égard de ces valeurs sera faite de vénération et de soumission respectueuse? Il est fatal, dit-il, qu'il ne les vénérera ni ne leur obéira plus autant. Mais alors, dis-je, lorsqu'il en sera venu à penser que ces choses ne sont plus vénérables, ni constitutives de son patrimoine comme auparavant, sans qu'il ait découvert les choses qui sont véritables, est-il vraisemblable qu'il s'orientera vers quelque autre forme de vie que celle qui le flatte? Non, ce n'est guère vraisemblable, dit-il. Il sera donc devenu, je pense, quelqu'un qui méprise la loi, alors qu'il l'a respectée auparavant. Nécessairement. Par conséquent, dis-je, n'est-ce pas la situation probable de ceux qui s'attachent de la sorte au dialogue argumenté, et comme je le disais à l'instant, une situation tout à fait digne de notre sympathie? Et aussi de notre pitié, dit-il. Par conséquent, si tu veux éviter que nos hommes de 30 ans ne soient l'objet d'une telle pitié, tu devras les attacher à la pratique des arguments en ayant recours à toutes sortes de précautions. Oui, exactement, dit-il. Eh bien, n'est-ce pas déjà une précaution importante que d'empêcher qu'ils n'y goûtent quand ils sont jeunes? Je pense en effet que tu t'es rendu compte que les très jeunes gens, lorsqu'ils goûtent pour la première fois au dialogue argumenté, en font mauvais usage, comme s'il s'agissait de jeux d'enfants. Ils y recourent sans cesse dans le seul but de contredire, et en imitant ceux qui les réfutent, ils en réfutent eux-mêmes d'autres, se réjouissant comme de jeunes chiens, à tirer et à mettre en pièces par la parole ceux qui se trouvent dans leur entourage. Oui, dit-il, ils en raffolent. Dès lors, lorsqu'ils ont eux-mêmes réfuté beaucoup de gens, et lorsqu'ils ont été réfutés par plusieurs, ils basculent avec une brutale rapidité dans le scepticisme à l'endroit de ce qu'ils croyaient auparavant. Et compte tenu de cela, justement, ils deviennent eux-mêmes, comme tout ce qui touche à l'exercice de la philosophie, objet de mépris de la part de tous les autres. C'est tout à fait vrai, dit-il. Pour sa part, un homme plus âgé, dis-je, ne consentira pas à participer à pareil délire. Il cherchera à imiter celui qui désire dialoguer afin d'examiner le vrai plutôt que celui qui s'amuse à contredire pour le seul plaisir du jeu. Il sera lui-même plus mesuré, et il rendra cette occupation davantage digne d'estime, au lieu d'en faire un objet méprisable. C'est juste, dit-il. Or justement, tous les propos que nous avons tenus auparavant sur cette question constituaient des préliminaires à cette précaution, notamment quand nous affirmions que les naturels auxquels on donnerait le privilège de participer au dialogue argumenté devaient être bien ordonnés et sereins, et que ce ne serait pas comme maintenant celui qui se trouve là par hasard et qui ne convient aucunement qui pourrait s'engager dans cette voie. Oui, tout à fait, dit-il. Suffit-il donc, en ce qui concerne la participation au dialogue, de s'y tenir sans faillir et en y mettant toute son ardeur, laissant de côté tout le reste et de s'y exercer comme à une gymnastique qui serait l'équivalent de la gymnastique du corps, mais en y consacrant 2 fois plus d'années que pour ses exercices physiques? Veux-tu dire, dit-il, 6 années ou 4? Ne t'en fais pas, dis-je, mettons 5. Après cette période, tu devras faire en sorte qu'ils redescendent dans la caverne de tout à l'heure et les forcer à exercer le commandement dans les affaires de la guerre et dans toutes les fonctions qui sont propres aux jeunes gens, de manière que leur expérience ne prenne aucun retard sur celle des autres. Et là encore, dans ces circonstances, il faudra les mettre à l'épreuve, pour voir s'ils peuvent demeurer inébranlables quand ils seront tiraillés de tous côtés, ou s'ils seront ébranlés. Combien de temps, dit-il, prévois-tu pour cela? 15 ans, dis-je, quand ils auront atteint 50 ans. Ceux d'entre eux qui auront triomphé de ces épreuves et auront excellé à tous égards dans toutes ces fonctions, aussi bien dans les tâches concrètes que dans les sciences,
il faudra les mener vers le but final et les forcer, en relevant la vision de leur âme, à porter leur regard en direction de ce qui procure à toute chose la lumière, en contemplant le bien lui-même et en ayant recours à lui comme à un modèle. Ils ordonneront la cité et les particuliers comme ils se sont ordonnés eux-mêmes pendant tout le reste de leur vie, chacun à son tour, qu'ils consacrent la plus grande partie de leur temps à la philosophie, mais lorsque vient leur tour, qu'ils s'impliquent dans les tâches politiques et prennent chacun le commandement dans l'intérêt de la cité, en l'exerçant non pas comme s'il s'agissait d'une fonction susceptible de leur apporter des honneurs, mais comme une tâche nécessaire. Quand ils auront éduqué d'autres hommes de cette manière, en les rendant tels qu'eux-mêmes, qu'ils leur abandonnent alors le rôle de gardien de la cité et qu'ils partent de leur côté, résider dans les îles des bienheureux. La cité leur dédiera des monuments et leur offrira des sacrifices publics comme on le fait pour des êtres démoniques. Si toutefois la pitié y donne son consentement, et sinon, comme à des êtres humains à la fois bienheureux et divins. Ils sont magnifiques, Socrate, dit-il, les dirigeants que tu viens de façonner à la manière d'un sculpteur de statues. Et les dirigeants aussi, dis-je, mon cher Glaucon. Ne crois pas que ce que j'ai dit concerne plus les hommes que les femmes. Celles d'entre elles, en tout cas, qui naissent avec des naturels adéquates. C'est juste, dit-il, si elles doivent en effet partager tout également avec les hommes, comme nous l'avons exposé. Mais alors quoi, dis-je, êtes-vous d'accord pour dire que ce que nous avons élaboré au sujet de la cité et de la constitution politique n'est aucunement un ensemble de vœux pieux? Êtes-vous d'accord pour dire aussi que s'il s'agissait de choses difficiles, elles n'en sont pas moins réalisables d'une certaine manière, qui n'est pas différente de celle que nous avons proposée? Lorsque les vrais philosophes seront parvenus au pouvoir dans une cité, qu'il s'agisse de plusieurs ou d'un seul, et lorsqu'ils mépriseront les honneurs qu'on recherche aujourd'hui, jugeant ces honneurs contraires à la liberté et sans valeur, ils feront alors ce qui est droit et ils considéreront les honneurs qui en découlent comme la plus haute valeur dans la mesure où ils estimeront que le juste est ce qui est le plus nécessaire. En se mettant dès lors au service du juste et cherchant à le favoriser, ils ordonneront la cité qui est la leur. De quelle façon, dit-il? Ceux qui dans la cité, dis-je, auront de fait dépassé l'âge de 10 ans, ils les enverront tous à la campagne, et ils protégeront leurs propres enfants des mœurs de l'époque actuelle, qui sont justement les mœurs de leurs parents, et ils les élèveront selon leur... Il cherchera à imiter celui qui désire dialoguer, afin d'examiner le vrai plutôt que celui qui s'amuse à contredire pour le seul plaisir du jeu. Il sera lui-même plus mesuré, et il rendra cette occupation davantage digne d'estime, au lieu d'en faire un objet méprisable. C'est juste, dit-il. Or justement, tous les propos que nous avons tenus auparavant sur cette question constituaient des préliminaires à cette précaution, notamment quand nous affirmions que les naturels auxquels on donnerait le privilège de participer au dialogue argumenté devaient être bien ordonnés et sereins, et que ce ne serait pas comme maintenant celui qui se trouve là par hasard et qui ne convient aucunement qui pourrait s'engager dans cette voie. Oui, tout à fait, dit-il. Suffit-il donc, en ce qui concerne la participation au dialogue, de s'y tenir sans faillir et en y mettant toute son ardeur, laissant de côté tout le reste et de s'y exercer comme à une gymnastique qui serait l'équivalent de la gymnastique du corps, mais en y consacrant 2 fois plus d'années que pour ses exercices physiques? Veux-tu dire, dit-il, 6 années ou 4? Ne t'en fais pas, dis-je, mettons 5. Après cette période, tu devras faire en sorte qu'ils redescendent dans la caverne de tout à l'heure et les forcer à exercer le commandement dans les affaires de la guerre et dans toutes les fonctions qui sont propres aux jeunes gens, de manière que leur expérience ne prenne aucun retard sur celle des autres. Et là encore, dans ces circonstances, il faudra les mettre à l'épreuve, pour voir s'ils peuvent demeurer inébranlables quand ils seront tiraillés de tous côtés, ou s'ils seront ébranlés. Combien de temps, dit-il, prévois-tu pour cela? 15 ans, dis-je, quand ils auront atteint 50 ans. Ceux d'entre eux qui auront triomphé de ces épreuves et auront excellé à tous égards dans toutes ces fonctions, aussi bien dans les tâches concrètes que dans les sciences, il faudra les mener vers le but final et les forcer, en relevant la vision de leur âme, à porter leur regard en direction de ce qui procure à toute chose la lumière, en contemplant le bien lui-même et en ayant recours à lui comme à un modèle. Ils ordonneront la cité
Et les particuliers, comme ils se sont ordonnés eux-mêmes pendant tout le reste de leur vie, chacun à son tour, qu'ils consacrent la plus grande partie de leur temps à la philosophie, mais lorsque vient leur tour, qu'ils s'impliquent dans les tâches politiques et prennent chacun le commandement dans l'intérêt de la cité, en l'exerçant non pas comme s'il s'agissait d'une fonction susceptible de leur apporter des honneurs, mais comme une tâche nécessaire. Quand ils auront éduqué d'autres hommes de cette manière, en les rendant tels qu'eux-mêmes, qu'ils leur abandonnent alors le rôle de gardien de la cité et qu'ils partent de leur côté, résider dans les îles des bienheureux. La cité leur dédiera des monuments et leur offrira des sacrifices publics comme on le fait pour des êtres démoniques. Si toutefois la pitié y donne son consentement, et sinon, comme à des êtres humains à la fois bienheureux et divins. Ils sont magnifiques, Socrate, dit-il, les dirigeants que tu viens de façonner à la manière d'un sculpteur de statues. Et les dirigeants aussi, dis-je, mon cher Glaucon. Ne crois pas que ce que j'ai dit concerne plus les hommes que les femmes. Celles d'entre elles, en tout cas, qui naissent avec des naturels adéquates. C'est juste, dit-il, si elles doivent en effet partager tout également avec les hommes, comme nous l'avons exposé. Mais alors quoi, dis-je, êtes-vous d'accord pour dire que ce que nous avons élaboré au sujet de la cité et de la constitution politique n'est aucunement un ensemble de vœux pieux? Êtes-vous d'accord pour dire aussi que s'il s'agissait de choses difficiles, elles n'en sont pas moins réalisables d'une certaine manière, qui n'est pas différente de celle que nous avons proposée? Lorsque les vrais philosophes seront parvenus au pouvoir dans une cité, qu'il s'agisse de plusieurs ou d'un seul, et lorsqu'ils mépriseront les honneurs qu'on recherche aujourd'hui, jugeant ces honneurs contraires à la liberté et sans valeur, ils feront alors ce qui est droit et ils considéreront les honneurs qui en découlent comme la plus haute valeur dans la mesure où ils estimeront que le juste est ce qui est le plus nécessaire. En se mettant dès lors au service du juste et cherchant à le favoriser, ils ordonneront la cité qui est la leur.